Je m'excuse, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Vous voyez que j'ai besoin d'un point d'appui. Alors, soyez compréhensifs avec moi. Mais j'ai tenu quand même, malgré le fait que je ne suis pas à participer à ce séminaire, parce que j'avais donné mon accord il y a des mois. Et c'est pour cela que, comme ces événements, évidemment, ces problèmes touchent chaque militant marocain, chaque Marocain, évidemment, je ne peux pas ne pas y apporter ma petite contribution. Sur cette, plus précisément sur mon intervention, j'ai tenu d'abord à préciser l'intitulé. L'intitulé, au lieu que ce soit l'intitulé original, il fallait d'abord donner la date de ces pourparlers, parce que le commun des mortels ne connaît pas, n'est pas auprès de tous ces événements. Deuxièmement, il y a à préciser un certain nombre de points. Par exemple, jusqu'à présent, dans toutes les références bibliographiques, on parle des accords d'Évian, des accords d'Aix-les-Bains. Il n'y a jamais eu d'accord d'Aix-les-Bains. C'est à la Seine-Saint-Cloud qu'il y a eu des accords. Là-bas, c'était vraiment ce que j'appelle la kermesse. La kermesse. Et pourquoi? C'est ça, j'ai tenu à poser cette question. Mais je tiens d'abord à vous donner le schéma de cette intervention. Il y a d'abord les remarques préliminaires sur l'intitulé, les précisions terminologiques au sujet du terme de capitulation, singulier ou pluriel. Il y a le deuxième point, les capitulations de points de tradition politique de la Jurassique monarchie marocaine, depuis 1830. Ça remonte beaucoup plus loin. Et puis le troisième point, la conférence ou les colloques d'Aix-les-Bains, ou plutôt la kermesse d'Aix-les-Bains. Alors les conciliations entre le gouvernement et Biafort, et c'est là qu'il est là. Et la quatrième, la nature des structures de Marzen en tant que cause du processus de capitulation. C'est-à-dire que toutes ces capitulations sont liées à la structure de Marseille, la structure de la monarchie. Et c'est là où il y a les racines de toutes ces explications. Donc, d'abord des précisions terminologiques. Il y a d'abord, par exemple, sur le concept de capitulation. Vous avez le singulier, on des capitulations d'une armée devant une capitulation d'une autre armée. C'est l'aspect militaire. Mais quand c'est au pluriel, c'est différent. Le contenu est différent. Par exemple, l'Empire ottoman, quand s'était affaibli, il a accordé des avantages de tous ordres au sein de l'Empire ottoman. Et c'est ce qu'on appelle les capitulations. Et c'est ce dernier sens qui nous intéresse. Parce que figurez-vous, mais les capitulations accordées par le système monarchique, ce que j'appelle la Jurassique, mais elles sont quotidiennes. Par exemple, M. Sarkozy, quand il a fini d'aboyer ici, il est allé à Marrakech, aux frais de Maroc. C'est une capitulation. M. Chirac, il s'asmala depuis 30 ans, il va là-bas, et à Noël et au jour de l'an, évidemment, aux frais de la princesse, entre guillemets. C'est une capitulation aussi. Le fait que telle ou telle personnalité ait un riad à Marrakech, et M. Sarkozy, d'après tel quel, vient d'obtenir ce privilège. Non. Et donc, en fait, toutes ces capitulations, c'est des cessions de souveraineté. Non seulement c'est des cessions du sang, de la pauvreté et du savoir du peuple marocain, mais c'est le sang du peuple marocain. C'est une capitulation. C'est pour cela qu'elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes. Et puis l'exclusion, ce n'est que vraiment un épiphénomène. Ça a commencé très loin. Et d'ailleurs, j'ai élaboré une feuille, je l'ai développée en A3, c'est plus clair, et j'ai tenu à ce que ça figure sur une seule page, mais vous la faites photocopier en A3, parce que tous les événements, 190 ans d'histoire marocaine se trouvent sur cette
des explications, c'est-à-dire comme ça qu'on peut avancer, ne sont absolument que très très partielles. Il faut remonter très très loin. Et si bien qu'en fin de compte, le résultat de tout ce processus-ci, c'est un saucissonnage de la souveraineté et de l'intégrité marocaine. C'est comme vous prenez un grand saucisson, et puis chaque partie, chaque pays a sa petite tranche de saucisse. Et c'est là où justement nous avons cette série de capitulations. Les raisons d'abord de la kermesse d'Aix-les-Bains. Il faut vous rappeler que l'armée française venait de subir un grave revers militaire au Vietnam. Quelques mois avant la kermesse d'Aix-les-Bains, que là, la résistance algérienne s'est déclenchée le 1er novembre 1954. Et puis, après l'exil de Mohamed V en 1953, il y a un développement en fin de compte, de la résistance armée urbaine. Mais beaucoup plus grave que ça, c'est quand il y a eu la résistance rurale dans la partie numérique. Alors là, le gouvernement français a compris le danger. Donc il fallait absolument, par tous les moyens, se débarrasser de ce qu'on appelle les deux ailes du Maghreb, la Tunisie avec l'indépendance dans l'indépendance, et puis le Maroc avec l'indépendance octroyée, pour uniquement conserver l'Algérie en tant que colonie de peuplement. C'est ça, l'aide nord-africain, c'est ça, comme on disait dans l'état-major de l'armée française. Et c'est pour cela qu'il y avait une urgence à régler, parce qu'il y avait ce que j'appelle le spectre vietnamien et le spectre de l'insurrection algérienne. Et évidemment, il y a une chose qu'on doit avoir dans la tête, c'est que pour les gouvernements français, il n'y a qu'une seule partie, un seul interlocuteur, c'est le palais. Toutes ces discussions ces discussions à Aix-les-Bains, c'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation. C'est uniquement pour la galerie. Mais les discussions, les véritables discussions, elles étaient engagées d'abord avec Mohamed V. Dès quand ils étaient à Madagascar, et puis on l'a fait venir ici, et ça s'est terminé avec ces 7 ans. Et c'est là où il y a eu un véritable accord sur une nouvelle formule du protectorat, c'est l'indépendance octroyée. Voilà, en fin de compte, le secret de tout ça. On a fait de la gesticulation, on a fait venir des chefs de tribu, des délégués de présence française et ainsi de suite. Et puis, tous les hôtels de la ville d'Aix-les-Bains étaient réquisitionnés pendant 2 mois. Mais en réalité, c'est uniquement pour gagner du temps. L'accord s'est fait à la Seine-Saint-Cloud entre Edgar Faure, Antoine Pinet et Clément Hansen. Voilà donc vraiment la clé d'un point d'histoire qu'il fallait. Maintenant, le deuxième point, des capitulations, une tradition politique. Là, vous reportez uniquement à la feuille qu'on vous a distribuée, il y a tout, il y a absolument tout. C'est-à-dire tout, depuis, en fin de compte, l'occupation de l'Algérie, le Maroc était potentiellement colonisé. D'ailleurs, je vous cite une citation extrêmement célèbre de l'UEP. Qu'on le veuille ou non, le Maroc est un brûlot au front de l'Algérie, et à moins d'évacuer celle-ci, il faudra forcément y intervenir, car son anarchie a une répercussion étroite sur notre autorité et nos intérêts algériens. C'est clair. Et depuis qu'il a été nommé en 1903 à la région militaire d'Oran, il n'a cessé absolument de grignoter le territoire marocain. C'était vraiment un objectif stratégique pour lui. Et puis il y a eu évidemment en 1844, c'est-à-dire il y a eu le désastre à la suite d'une provocation
des provocations, ça je remonte plus loin, des troupes de Pigeot. Et puis, et chaque fois qu'il y a une confrontation militaire, il y a des conditions humiliantes qui sont imposées au sultan en place. Et puis en septembre 1843, le traité de Tanger, où ces conditions ont été encore plus dures, dans la mesure où il portait même sur le refuge de l'émir Abdelkader au Maroc, après sa défaite. Mars 1945, traité de l'Anamounia, à ce moment-là, Paris s'empare de vastes territoires dans l'oriental et dans le sud marocain. Et puis, Bijon obtient le droit de suite des troupes coloniales en Maroc. Évidemment, ça c'est extrêmement grave parce que à ce moment, l'armée française en Algérie sont entrés comme ils sortaient comme ils veulent du Maroc. Et c'est ça les véritables capitulations. C'est ça. Et avril 1860, nous avons exactement la même chose avec les Espagnols qui ont aussi grignoté le territoire marocain. Et à la suite d'une confrontation près de Tétouan, le sultan Mohamed IV a dû absolument accepter de payer un tribut de 100 millions de francs or, alors que les caisses du Maroc étaient absolument vides. Et pour faire face à ce tribut énorme, eh bien, Mohamed IV a contracté un prêt auprès des banques anglaises. Alors donc une capitulation pour faire face à une autre capitulation. Et puis c'est ça, c'est comme les poupées russes. Après, il y a eu ce qu'on appelle la conférence internationale de Madrid en 1880, où il y avait 12 pays européens. Et chaque pays européen a obtenu le statut de pays privilégié, c'est-à-dire on pouvait intervenir comme on voulait au niveau politique et au niveau économique. La conférence d'Algésiras en 1906, et la House a encore renforcé les dispositions de 1880. Et donc vous voyez absolument le processus de saucinage de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et puis la conférence de 80 et Algésiras, les conférences imposaient un véritable protectorat économique. Et c'est une nouvelle capitulation. Et puis, il y a ce que j'appelle la mère des capitulations, le traité de 1912. De 1912, où c'était vraiment un traité que j'ai appelé sous le signe de l'infamie et de la trahison. Dans la mesure où on l'a fait, en échange de sa signature, il a obtenu de l'UET une rente jusqu'à la fin de sa vie de 375 000 francs. Et puis un chèque de 40 000 livres sterling. C'est ça. Et puis il est allé en France faire une balade pour revenir à Tanger après. Et c'est le fait qu'il a. C'est pas un hasard quand ce traité est absolument. Le traité de l'infamie est signé. Toutes les classes politiques, les mouvements religieux, les awliya et tout ça, ont dénoncé cela. On dénonçait d'une façon absolument extrêmement. Et beaucoup plus que ça, c'est que le Fès, qui était à ce moment-là la capitale, a été encerclé pendant 3 jours par 20 000 cavaliers, essentiellement de la tribu des Beni Waraï, et dont l'objectif est de s'emparer de Moulahfid pour le pendre, ni plus ni moins. Et l'IOT, qui était avec un contingent militaire de 5 000 hommes, n'a eu son salut que grâce à Gouraud. Gouraud qui guerroyait contre les tribus dans le Moyen Atlas, et à marche forcée, il est venu délivrer le blocus que les tribus avaient organisé autour de Fès. Et si bien que
pratiquement, vous avez devant vous le véritable processus de capitulation depuis pratiquement 190 ans. Et si bien que l'Aix-les-Bains n'est qu'un petit phénomène. Et puis, depuis, comme il y a en 1955, les accords de Saint-Cloud, nous avons une indépendance octroyée. Une nouvelle formule de crime disait c'est la colonisation qui est appuyée sous une autre forme, avec un autre costume. C'est ça, là, quand il y a eu cet accord d'Aix-les-Bains, Crème a réagi violemment et il a dit que ça, il ne faut pas se tromper, c'est une nouvelle colonisation. Et puis il a appelé le peuple marocain à prendre les armes. Et effectivement, le 12 octobre 1955, l'armée de libération du Nord, comme il avait créé, a déclenché le processus de libération. Ils se sont emparés d'un grand nombre de localités dans le Rif et surtout dans le Moyen Atlas. Le Moyen Atlas, et ça, c'est là où se commence vraiment un point et une phase très sombre. Parce qu'il y a eu un complot qui a abouti à l'assassinat de l'état-major, et puis le parti de l'Istiqlal qui était complice, et puis le palais, et puis les anciens colonisateurs. Et depuis 1956, c'est la colonisation qu'on continue dans la mesure, je vous cite une citation de Tupois, Hassan II a réussi le protectorat de la monarchie sur le Maroc. Et voilà, alors il a réussi, c'était lui ôter à imaginer la colonisation sur le plan idéologique et politique, et Hassan II l'a exécuté. Et c'est en fin de compte, c'est son légateur universel. C'est ça, donc en fin de compte, cette colonisation continue, et de plus belle, avec le monsieur actuel que j'appelle le Sidiziel, le Mohamed VI, ça continue. La dernière capitulation, c'est le séjour de Sarkozy. Et puis, je vous citerai aussi de hautes personnalités qui ont de vastes propriétés, sont de grands propriétaires terriens. M. Giscard d'Estaing a une vaste propriété là-bas. M. Chirac a aussi une vaste propriété là. Ça, évidemment, c'est un territoire marocain qui exploite enfin de nouveaux colons. Alors c'est ça. Donc comment on dit, les capitulations sont quotidiennes pratiquement. C'est ça le fait qu'il faut comprendre. C'est que le peuple marocain est plus que jamais colonisé, ni plus ni moins. Mais évidemment, le commun des confrères ne saisit pas toutes ces choses-là. Oui, alors, il y a une fait, c'est que tout ce processus de capitulation est lié à la structure de Mersenne. Je viens au dernier point. La structure de Mersenne, le Mersenne est un système absolument unique en son genre. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude, aucune thèse qui a été consacrée à ce système. Moi, je me dis sur le plan personnel, quand j'ai eu, parce que je suis soumis à un bonus ici, quand j'ai eu mon magistère de Pâle, j'avais élaboré un ouvrage de 350 pages sur le Mersenne. Ça m'a demandé 7 ans. La fille de la foule, le manuscrit m'a été volé. Je ne sais pas qui, m'a été volé. Mais le fait est là, j'ai essayé d'expliquer exactement en quoi consiste le Mersenne. Jusqu'à présent, personne n'a livré, en fin de compte, une étude scientifique de ce phénomène. Et c'est là où, justement, où réside le problème de la longévité de ce système. Ici, peu de gens savent, même les Marocains, que la dynastie actuelle est là depuis 380 ans. Du temps de Louis XIII. Ah non, Louis
XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, et enfin, puis la première, la deuxième, la troisième, la quatrième République, la cinquième, c'est ça? La Bastille est tombée il y a 215 ans pratiquement. Louis XVI, on lui a raboté la tête, et puis voilà, notre système est toujours en place. Pourquoi il est toujours en place? C'est ça. C'est dans l'étude des structures universelles que réside le chiffre du coffre-fort. C'est comme dans une banque. C'est ça, en fin de compte. Donc, pour conclure, et j'espère que sur ce dernier point, dans le débat, on repose cette question, parce que c'est là que réside le fait. C'est là que, justement, que résident les problèmes du mouvement du 20 février, qui n'ont pas compris qu'en fin de compte, nous avons en face une véritable galaxie politique. Il y a la monarchie et puis il y a toute la galaxie. Et c'est cela le marteau. C'est ça. Et le mouvement du février ne voit la réalité qu'à travers le trou de la serrure. C'est ça. Voilà. Je m'excuse d'avoir été un peu